Bien le bonjour à vous qui nous rejoignez ce lundi matin. C'est un plaisir de vous retrouver en ce début de semaine pour entamer avec vous, fidèles téléspectateurs, cette journée. Dans le cadre de ce programme For You Matin, c'est notre matinale informative. Nos rubriques restent les mêmes, la revue de presse, la culture et le sport, mais aussi ces moments d'échange qui nous permettent chaque matin de débattre, de discuter, d'échanger sur des faits d'actualité majeure. Et ce lundi matin, nous démarrons la semaine avec deux actualités qui ont beaucoup fait parler ces jours, à savoir cette invitation du président Macron à prendre part au sommet de la CEDEAO, invitation donc qui émane du président bissau-guinéen. Alors, quels sont les enjeux d'une participation de la France à ce sommet? Voilà une question à laquelle nous essaierons de vous apporter des éléments de réponse avec nos invités sur ce plateau. L'autre thématique qui nous intéresse ce matin est cette tournée africaine du secrétaire d'État américain, à savoir Anthony Blinken, qui se rendra donc du 7 au 8 août tour à tour en Afrique du Sud, en RDC et au Rwanda. On rappelle que cette visite du secrétaire d'État américain intervient après celle d'Emmanuel Macron, mais aussi celle du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Alors, on voyage pour contrer l'influence russe. Une autre question qui nous intéresse ce matin. Avant donc d'aborder cette partie très importante du programme, nous vous promettons d'abord d'avoir le fil de l'information en ce qui concerne ce qui s'est dit ce matin sur différentes plateformes d'information africaines, mais également à travers des journaux du continent. Et c'est avec la participation chaque matin de Nguéné qui nous a déjà rejoints sur ce plateau. Bonjour à Samzili, bonjour à tous, bon début de semaine, bon début de mois d'août pour vous qui nous suivez à l'instant. La revue de presse de ce matin, la toute première du mois d'août, on la démarre du côté de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes en Côte d'Ivoire où l'État ivoirien donc voudrait renforcer sa coopération avec bien sûr d'autres nations. On parle du Libéria, on parle entre autres de la Tunisie, du Ghana ou encore du Nigeria. L'annonce a été faite par Miss Belmont Dago. Il s'agit bien sûr du ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes célébrée les 30 juillet de chaque année. Elle fait savoir également que cette décision s'inscrit dans le cadre de la protection et de la prise en charge des victimes de traite. Une information bien sûr que vous retrouverez ce matin dans le site d'information RTI Info. Abidjan.net de son côté titre sur le Premier ministre ivoirien Patrick Achi qui a donc officiellement lancé les travaux de construction du CHU d'Abobo. Selon d'ailleurs le site d'information, le Premier ministre Patrick Achi a donc procédé à la pose de la première pierre du CHU d'Abobo. C'était le samedi 30 juillet 2022, ce CHU qui sera le plus grand du pays à sa livraison en 2025 avec 600 lits incarnera donc selon le Premier ministre ivoirien ce que la Côte d'Ivoire veut faire de mieux en termes de prise en charge de la santé et du bien-être de ses populations pour faire gagner au pays 10 ans d'espérance de vie en une décennie. Une information à retrouver ce matin dans le site d'information Abidjan.net. Abidjan.net qui titre également en politique Alassane Ouattara is back. Il est de retour. Le président ivoirien il a donc regagné Abidjan le samedi 30 juillet 2022 après avoir effectué une visite d'État du côté de l'Afrique du Sud. Il a été accueilli par le chef du gouvernement Patrick Achi et de plusieurs membres du gouvernement. Le chef de l'État a par ailleurs fait le bilan de sa visite et s'est réjoui des entretiens fructueux avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Des entretiens fructueux donc qui aboutit à la signature de 6 nouveaux accords de partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Ce retour triomphant donc d'Alassane Ouattara est à retrouver ce matin dans le site d'information Abidjan.net. Le Mali de son côté, nos confrères du site d'information Mali Web titrent sur cette sortie du gouvernement de transition qui dénonce les propos haineux du président français Emmanuel Macron et invite ce dernier à renoncer à sa posture néocoloniale. Selon nos confrères du site d'information MaliWeb ce matin, en visite en Guinée-Bissau, c'était jeudi dernier, dernière étape de sa tournée africaine, Emmanuel Macron a accusé les autorités maliennes d'exactions contre les civils, précisant que précisément le
la communauté Peul. Il n'en fallait pas plus donc pour que Bamako rappelle au président français le génocide rwandais orchestré par la France. C'était en 1994, qualifiant de subversif les propos du président français à Bissau. Le gouvernement malien exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante. Bamako invite par ailleurs le président français à comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. La sortie donc du gouvernement de transition, mais surtout le communiqué dans son intégralité est à retrouver ce matin dans le site d'information Mali Web qui nous parle également de cette visite annoncée d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui est annoncé donc sur le continent du 7 au 9 août prochain. Il déposera ses valises tour à tour en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo ou encore au Rwanda. D'ailleurs, vous aurez l'occasion d'évoquer cette thématique dans le cadre de cette émission matinale. Du côté du Burkina Faso, nos confrères du site d'information Wakat Sera ce matin nous parlent de cette chasse au siège à Dakar avec les élections législatives. Une autre chasse, c'est une chasse à l'homme du côté de la Guinée-Conakry, deux capitales de l'Afrique de l'Ouest et deux réalités différentes, l'une aux antipodes de l'autre, alors que la démocratie se consolide du côté de Dakar au Sénégal. La démocratie a le vent en poupe du côté de la Guinée-Conakry. En effet, au Sénégal, où près de 7 millions d'électeurs ont été convoqués aux urnes, c'était hier dimanche, pour désigner les 165 prochains occupants des sièges de l'Assemblée nationale. À partir de 8 listes, les gladiateurs s'affrontent dans l'arène politique et législative. C'était d'ailleurs hier du côté du Sénégal. Il s'agit, selon Wakatira ce matin, d'un grand galop d'essai d'avant-match, avant bien sûr les présidentielles prévues pour le 24 février 2024. Du côté donc de la Guinée-Conakry, les taux se resserrent autour du colonel Mamadi Doumbouya, clairement de ce côté, avec bien sûr ces incarcérations des différents membres du parti de l'opposition. On parle surtout du Front National de la Défense de la Constitution, le FNDC. La même information est relayée ce matin par le site d'information Le Pays. Répression de manifestations et arrestations d'opposition en Guinée quand le sauveur Doumbouya se mue en dictateur. Une information donc entièrement développée ce matin dans ce site d'information. Du côté du Bénin, la Nouvelle Tribune ce matin titre sur le Burkina Faso avec ses manifestations contre la France accusée de parrainer le terrorisme. Après donc le Mali, c'est au tour du Burkina Faso. Des dizaines de personnes ont manifesté contre la présence militaire française dans le pays, accusant l'Hexagone de parrainer les terroristes qui frappent le pays. Une manifestation qui a eu lieu à un endroit symbolique. On parle du mémorial de Thomas Sankara, ex-président du Burkina Faso, assassiné lors du coup d'État en 1987. Coup d'État dirigé par Blaise Compaoré, à l'époque allié inconditionnel de la France. Une information à retrouver donc de ce côté. Ce matin, du côté de l'Afrique centrale, on parle du Gabon, on parle surtout de diplomatie. Le Gabon s'est donc abstenu lors du vote de l'ONU qui proroge d'un an l'embargo sur les armes en République centrafricaine. C'est une information à retrouver ce matin dans le site d'information Gabon Actu. Le Gabon, membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, s'est abstenu. C'était en fin de semaine dernière, plus précisément vendredi, lors du vote qui a prorogé d'un an l'embargo sur les armes en République centrafricaine, indique d'ailleurs un communiqué de l'ONU. Ce communiqué, vous le retrouverez ce matin dans le site d'information Gabon Actu. Gabon Actu qui nous parle également de la communication, avec le Gabon qui va donc devoir moderniser son outil de production pour mieux diffuser les élections présidentielles, législatives et même locales de 2023. Le ministre de la Communication, Pascal Ouandi Amboro, a donc sollicité en fin de semaine dernière, durant son passage aux conférences budgétaire consacrée à l'élaboration de la loi de finances 2023, une dotation conséquente pour moderniser l'outil public communicationnel de production devant permettre de mieux diffuser et relayer les élections présidentielles, législatives et locales que le Gabon va organiser en 2023. Cette sortie du ministre gabonais de la Communication est à retrouver ce matin dans le site d'information Gabon Actu. Du côté du Tchad, cette plateforme, on parle d'elle ce matin dans le site d'information Tchad Info, Tous pour la paix au Tchad. C'est d'ailleurs une nouvelle plateforme qui invite les fils et filles du Tchad à prendre massivement part au dialogue national inclusif. Faisal Issem,
Hussein Hassan, président de la dite plateforme, à travers une conférence de presse organisée hier dimanche, a exprimé la volonté de sa participation au dialogue national inclusif, ce dernier étant programmé pour le 20 août prochain. La sortie donc du président de la plateforme Tous pour la paix au Tchad est également à retrouver ce matin dans le site d'information Tchad Info. Nous sommes au Cameroun. On parle de Cameroun Tribune, ce quotidien gouvernemental qui nous parle de politique de l'import substitution en une, vivement l'action. Selon d'ailleurs ce quotidien d'information, ce pilier de la stratégie nationale de développement doit amener le pays à arrêter l'importation des biens susceptibles d'être produits localement et à les produire effectivement. En attendant donc la phase concrète, les producteurs locaux plutôt motivés expriment leurs attentes, tandis que de son côté le gouvernement met tout en œuvre afin bien sûr de faciliter leur quotidien. Le focus de la rédaction est ouvert ce matin de la page 12 à la page 13 du quotidien gouvernemental camerounais Cameroun Tribune. Le quotidien Émergence de son côté nous parle des infrastructures. Le Cameroun tient sa première autoroute. La mise en service effective de l'autoroute Kribi-Lolabé a eu lieu, c'était le vendredi 29 juillet 2022. Les caractéristiques, mais surtout les particularités de cette nouvelle autoroute sont à retrouver ce matin en page 5 du quotidien Émergence. Le quotidien de l'économie de son côté préfère titrer sur le développement de l'agriculture. Le JICAM sollicite l'expertise de la France. C'est entre autres ce qui ressort de l'adresse de Célestin Tawamba, président du groupement interpatronal du Cameroun, au président de la République française Emmanuel Macron lors d'un tête-à-tête. C'était le 26 juillet 2022 à la résidence de France à Yaoundé. Ce matin, retour donc sur ce tête-à-tête qui a abouti à la sollicitation de l'expertise française concernant bien sûr le JICAM. C'est en page 3 du quotidien de l'économie. En République démocratique du Congo, les manifestations contre la MONUSCO se poursuivent. 4 morts et 15 blessés dans une nouvelle manifestation contre la force onusienne. Titre donc ce matin nos confrères du site d'information Le Potentiel. Des informations en provenance donc de Kassindi, un poste frontalier situé entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, font état de 4 morts et 15 blessés dans une nouvelle attaque hostile contre donc la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Il faut dire que selon certains regroupements, ces incidents se sont produits au moment où les manifestants tentaient de barricader la route nationale numéro 4 pour protester contre l'entrée des véhicules de la MONUSCO en provenance de l'Ouganda et en direction de la ville de Béni. Un nouvel épisode sanglant donc du côté de la République démocratique du Congo. Et ce matin, nos confrères du site Information Le Potentiel reviennent amplement sur cette information. On termine cette revue de presse ce matin du côté de l'Ukraine où la guerre continue bien sûr à battre son plein, mais surtout la sortie du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui prépare l'Ukraine à un durcissement de la guerre. Le président ukrainien a lancé donc un appel, c'était samedi dernier, à évacuer la région de Donetsk pour échapper à la terreur, alors que les bombardements russes s'intensifient dans le Donbass et le sud du pays. La sortie du président ukrainien Volodymyr Zelensky est donc à retrouver ce matin. C'est bien sûr principalement chez nos confrères du site d'information Le Figaro. Les principales informations à retenir, on ne l'a peut-être pas évoqué dans le cadre de cette revue de presse, mais on en reviendra longuement lors de nos prochaines éditions d'information. Les législatives du côté du Sénégal avec les premières tendances qui se font clairement ressentir. En attendant bien sûr la publication des résultats définitifs, le parti donc de Macky Sall serait selon les sondages en tête, suivi bien sûr du parti d'opposition, le Yewi Askanui. On y reviendra longuement lors de nos prochaines sessions d'information, mais surtout le climat qui se tend du côté de la République démocratique du Congo. Une nouvelle manifestation contre la force onusienne, la MONUSCO, qui a fait 4 morts et 15 blessés selon nos confrères du site d'information Le Potentiel. Nous sommes au Mali où le gouvernement de transition a réagi sur la visite d'Emmanuel Macron du côté bien sûr de la Guinée-Bissau. Le président français s'est illustré par des propos haineux. Le gouvernement de transition appelle donc Emmanuel Macron à enlever sa casquette de colonialiste. Clairement, cette sortie, vous la retrouverez ce matin dans le site d'information MaliWeb. Nous sommes également revenus sur l'une des thématiques qui sera abordée dans le cadre de cette émission de For You Matin, la visite annoncée du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. On parle bien sûr de 3 jours, du 7 au 9 août prochain.
Il séjournera dans 3 principaux pays du continent africain. On parle bien sûr de l'Afrique du Sud, on parle de la République démocratique du Congo, on parle entre autres du Rwanda. Une visite d'Anthony Blinken qui se situe au lendemain donc de celle effectuée par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, ou encore la tournée africaine du président français Emmanuel Macron. Bref, la guerre de positionnement est effective sur le continent. Bonne émission à vous. Merci à Bungene pour cette revue de presse qui évoque donc également certaines des thématiques qui nous intéressent ce matin. Alors, en ce qui concerne cette thématique, nous commençons ce lundi par cette actualité relative à l'invitation du président français Emmanuel Macron à prendre part au sommet de la CEDEAO, invitation qui a été faite durant sa visite, ou encore la dernière étape de sa visite du côté de la Guinée-Bissau. Le président Embalo en a profité donc pour faire à Emmanuel Macron cette invitation qu'il a d'ailleurs acceptée volontiers. Alors, avant de nous étendre sur ce sujet, nous rappelons que ceux qui animeront l'échange de ce matin sont Abdoul Ndam, politologue. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour à mon co-panéliste que vous aurez le plaisir de présenter. Un bonjour particulier à tous nos milliers de téléspectateurs, sans toutefois oublier bien entendu le top management de Forio Média. Aussi un bonjour particulier à nos vaillants techniciens qui, bien entendu, se battent autant que faire se peut afin que nous soyons davantage audibles, mais aussi visibles. Sur ce, je souhaite une très bonne émission à tout le monde et bon début de semaine. Voilà. Alors, sur ce plateau, nous avons également la présence de Pierre Claver-Nkodo. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour à mon jeune copanéliste. Bonjour aux millions de téléspectateurs de For You TV. Et naturellement, si tu as le même plaisir que je me retrouve dans le cadre de ce programme, sur ce plateau. Bon, là, je crois quand même que je leur dois des explications par rapport à ma longue absence. J'ai eu le privilège d'être accrédité pour la couverture de la visite officielle du président français au Cameroun, dont j'ai été indisponible pendant quelques jours. Voilà pourquoi je n'étais pas visible sur le plateau. Voilà. Voilà donc pour ce qui est du panel de ce lundi, Claver-Nkodo, journaliste qui est donc du côté de Yaoundé pour une couverture médiatique de cette visite d'Emmanuel Macron du côté du Cameroun, et Abdoul Ndam. Alors, comme on le disait tantôt, le premier sujet qui nous intéresse ce lundi matin dans le cadre de cette matinale est cette invitation du président Macron à prendre part au sommet de la CEDEAO. L'invitation a été faite bien évidemment par celui qui occupe la fonction de président en exercice de cette organisation sous-régionale, à savoir le président bissau-guinéen. Alors, avant donc de nous étendre sur ce sujet, pour bien évidemment connaître les enjeux de cette participation à ce sommet par la France, nous proposons de suivre cet élément qui plante pour nous le décor. C'est un reportage qui est signé Ndaye et Bokea. Le président m'a fait part de sa volonté d'organiser dans les semaines, les prochaines, en fonction de discussions avec ses partenaires, un sommet de la CEDEAO auquel il souhaitait convier la France pour justement bâtir cet agenda commun face aux groupes terroristes. Et je veux ici lui dire ma disponibilité et notre volonté de coopérer dans cette direction. Que vient faire la France dans un sommet de la CEDEAO? Ou mieux encore, quels sont les enjeux de la participation du pays d'Emmanuel Macron dans un sommet qui ne devrait regrouper que les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? L'aspect sécuritaire est évoqué par le président français. Nous avons longuement évoqué le risque de déstabilisation que la situation au Sahel fait peser sur l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai réitéré au président la détermination de la France, d'abord à rester engagée au Sahel et dans toute la région, mais aussi à changer sa doctrine et les modalités pour, d'une part, venir en soutien aux armées, formation, équipement, accompagnement, et pas en substitution en quelque sorte à celle-ci. Notons que depuis l'accès à l'indépendance de la Guinée-Bissau en 1973, aucun président français n'y s'était jusqu'ici rendu. Pourquoi l'intérêt soudain de la France de s'y rendre?
Est-ce dans le but de piloter l'organisation sous-régionale en sous-marin, comme s'est également interrogé un journaliste de l'agence France Presse, présent lors de la conférence de presse? Et que répondez-vous aux critiques qui disent que vous cherchez à piloter en fait la CEDEAO en sous-main? Une question à laquelle Emmanuel Macron apporte des éclaircissements. Je rappelle que la France est intervenue en 2013 au Mali à la demande de l'État malien qui était menacé par les groupes terroristes et à la demande de la CEDEAO. Et donc nous avons toujours respecté la position de cette organisation régionale extrêmement importante et j'ai toujours considéré que notre rôle était de venir en soutien des décisions qu'elle prend et en cohérence avec celle-ci. Voilà donc un reportage, malheureusement, qu'on n'aura pas l'opportunité de suivre jusqu'à la fin, mais qui devait planter pour nous le décor, à savoir connaître les enjeux de la participation de la France au sommet de la CEDEAO. Alors, je vais commencer par vous, Abdoul Ndam. C'est là, et pour vous, surprenant que l'invitation vienne du président de la CEDEAO, puisque je rappelle que c'est lui qui a eu à faire l'invitation à Emmanuel Macron. Non, la surprise, pas du tout, puisqu'en réalité, on ne reproche pas une quelconque invitation. Le plus important, c'est l'importance ou encore le rôle de celui qu'on invite, la place qu'il pourrait jouer au sein d'une organisation d'envergure. Et bien entendu, il faut comprendre que lorsqu'on se pose cette question, il est important de noter que la France, en Afrique, en réalité, est en perte de vitesse en termes d'échange sur le plan économique, puisqu'en réalité, le degré d'investissement économique en Afrique est passé de 11% à 5,5%. On constate bien évidemment que sur le plan économique, la France, de manière globale en Afrique, a du mal à s'émanciper véritablement. Mais pour ce qui est véritablement de l'Afrique de l'Ouest, il faut quand même noter que c'est parce que la France s'inscrit toujours dans cette posture d'aide, dans cette posture d'apporter de l'aide en Afrique, dans cette posture d'être cette puissance-là, ou encore ce pays-là, qui pourrait avoir ce bâton magique pour pouvoir apporter certaines solutions que certains pays africains pourraient rencontrer en réalité. Et dans le cas d'espèce, le prétexte, c'est bien entendu la question d'ordre sécuritaire qui se pose avec acuité en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, il pourrait s'appuyer sur cela pour pouvoir peut-être honorer à cette invitation. Et peut-être c'est à ce juste titre que le président en exercice de la CEDEAO aurait sollicité ou encore a sollicité son invitation. Maintenant, la question fondamentale que l'on pourrait davantage se poser est celle de savoir, la France actuellement a-t-elle des coudées franches et des instruments nécessaires pour lutter efficacement contre le terrorisme qui fait pignon sur rue, si tant est bien que des cas précédents ont démontré la faiblesse, voire l'incompétence de la France quant à lutter efficacement contre le terrorisme. Pour ma part, la question sécuritaire évoquée par M. Macron pour pouvoir apporter, entre guillemets, son aide, ou encore l'aide de la France en Afrique en général, et plus précisément en Afrique de l'Ouest, pour ma part, est une raison qui ne tient pas lorsqu'on essaye d'opérer une analyse un peu plus profonde. Puisqu'en réalité, je viens de le dire plus haut que là où la France est passée pour lutter contre le terrorisme, le bilan n'est pas positif. Vu sur cet angle-là, est-ce que M. Macron, lors du prochain sommet de la CEDEAO, est-ce que sa place est vraiment importante? Est-ce que la France a effectivement un rôle important à jouer actuellement en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme? Si on puisse, écarter cette hypothèse ou encore cette piste relatif à la lutte contre le djihadisme, il faut quand même évoquer les non-dits de la présence ou encore de l'invitation de M. Macron lors de ce sommet-là. Et bien entendu, on ne peut pas négliger l'aspect économique, si tant est bien que la France, comme je l'ai dit tantôt, est en perte de vitesse en termes d'influence sur le plan économique. Je pense que les derniers chiffres nous ramènent que, de manière globale, la France est quittée de 11% en termes d'échanges économiques à 5,5%. Et bien entendu, on sait qu'aujourd'hui, le secteur où la France, sur le plan économique, excelle davantage, c'est le secteur pétrolier.
où aujourd'hui, en dehors des pays de la précarité française, où il y a la prééminence des entreprises françaises du point de vue du pétrole, à savoir Total, on constate également sa présence au Nigeria et en Angola, où également la Total pourrait se positionner comme deuxième producteur sur le plan pétrolier. Donc, vu sur ce prisme-là, il est important de noter qu'avec ce qui se passe sur le plan de la géopolitique mondiale, la France a intérêt à solliciter ou à accepter cette invitation, pas seulement pour la raison officielle, qui est celle peut-être d'apporter son expertise pour davantage lutter contre le terrorisme, laquelle expertise est quand même limitée, mais il ne faudrait pas perdre de vue la dimension économique, car la France est en perte de vitesse sur le plan économique en Afrique en général, et plus précisément en Afrique de l'Ouest. Alors, selon vous, donc, Abdoul Ndam, c'est juste une raison, l'aspect sécuritaire, selon vous, n'est qu'un prétexte, car la France aurait plutôt d'autres intentions, à savoir mieux se repositionner dans la sous-région ouest africaine sur le plan économique. Vous jugez qu'elle est également en perte de vitesse selon les chiffres. Alors, on va également parler avec vous, Claverne Kodo, de cette invitation qui a été faite à Emmanuel Macron. Je rappelle que jeudi, lors de sa dernière étape en Guinée-Bissau, Emmanuel Macron a indiqué vouloir continuer de bâtir son action dans la région avec la CEDEAO. Or, il y a cette fameuse question qui lui a été posée par un journaliste français et qui lui a demandé qu'est-ce qu'il répondrait à ceux qui croient qu'il cherche plutôt à piloter la CEDEAO. Donc, vouloir aider la CEDEAO à lutter contre, ou vouloir aider l'Afrique de l'Ouest en général à lutter contre la CEDEAO serait un prétexte d'Emmanuel Macron. Oui, je crois que le confrère français a vu juste. En réalité, la France est aux abois et la France est prête à se saisir de toutes les opportunités qui lui sont offertes pour rebondir. Et à ce titre, je pense que le président bissau-guinéen n'a pas honoré la mémoire de Cabral, l'amiral Cabral, dont on se rappelle est l'un des pères fondateurs du panafricanisme sur notre continent. Donc, je crois que le président... Emmanuel Macron? Non, pas Macron. Embalo Sissoko. Oui, il a tout simplement fait preuve d'une espèce d'excès de zèle dû à son ignorance des rapports de la France avec l'Afrique. Déjà, ce n'est pas un pays francophone, donc il n'est pas censé connaître avec exactitude la nature des relations qui caractérisent... Selon vous, il a fait preuve de naïveté, le président bissau-guinéen? De naïveté, effectivement, parce que je ne pense pas que si c'est le président, si c'était le président nigérian qui était à la tête de la CEDEAO, il n'aurait jamais invité Macron à assister à ce sommet de la CEDEAO. Vous comprenez donc que Macron ne pouvait que rebondir sur une telle opportunité pour essayer de redorer son blason et en profiter pour exploiter en sous-main tout ce qui pourrait tourner autour. Donc en réalité, à mon avis, le président bissau-guinéen simplement fait preuve de naïveté et même comme en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, il peut prendre ce type d'initiative, mais je ne pense pas que s'il fallait, si ce n'aurait pas été lui à la tête de la CEDEAO, les autres présidents qui sont quand même portés vers la défense ou alors de la souveraineté de l'Afrique auraient osé inviter le président Macron. Parce qu'en réalité, comme cette invitation, vous la mettez sous le prisme de la naïveté de la part de Sissoko Embalo. Et effectivement, et la méconnaissance des relations entre la France et l'Afrique francophone. Donc on peut le lui concéder, mais sinon je pense qu'il n'a pas fait preuve de maturité sur le plan de l'analyse géopolitique. Maintenant, la France elle-même, par rapport à cette invitation, qu'est-ce qu'elle peut apporter à la CEDEAO pour renforcer la sécurité des pays membres? On sait dans quelles conditions elle a été chassée du Mali et quel est son rôle ambigu dans la partition du Mali. Je pense que l'on n'a pas pris assez de recul pour essayer de se former autour de ses pairs pour comprendre avant de placer cette invitation à l'endroit du président français. Et là, c'est bien dommage parce que cela nous rappelle un peu ce réflexe
que certains Africains sont en train de cultiver, ce complexe d'infériorité que certains Africains sont en train de cultiver à l'égard de la France. Et c'est ce complexe-là qui, justement, permet à la France de continuer à narguer à violer, à narguer les pays africains, à faire preuve de condescendance, comme c'est le cas justement de la France, à faire preuve de paternalisme. C'est dommage, mais je pense que c'est pas seulement l'affaire de la Guinée-Bissau, c'est l'affaire des intérêts de toute une sous-région. Et au sein de cette communauté, il y a des pays qui pèsent assez pour ne pas laisser la France marcher sur leurs intérêts ou leur imposer une espèce de diktat par rapport à leurs intérêts. Donc, je crois sincèrement que l'invitation, elle ne pourrait être qu'acceptée par Macron, mais cette invitation, à mon avis, pour moi, en panafricain, est malvenue. Une invitation donc malvenue, selon vous, Claver Nkoudou. Fidèles téléspectateurs, on vous rappelle que l'émission est interactive. Vous pouvez réagir également ce matin via les numéros qui de temps en temps vont apparaître sur votre écran. Vous pouvez également passer par nos différentes plateformes d'information en ligne, YouTube ou encore Facebook, où cette émission est d'ailleurs diffusée en direct pour faire part de vos avis, de vos commentaires ou encore vos appréciations. Pourquoi pas poser également des questions à notre panel sur ce plateau. Alors je reviens vers vous, Abdoul Ndam, puisque vous évoquez le bilan négatif de la France dans la lutte antiterroriste en Afrique de l'Ouest, notamment dans la région du Sahel, puisque c'est d'ailleurs cet argument qu'Emmanuel Macron a brandi en faisant part de la volonté de son pays, la France, à continuer à aider la communauté ouest-africaine dans ce grand défi qui est la lutte contre l'insécurité. Alors selon vous, s'il faille déjà regarder son apport jusqu'ici, notamment les pays où elle a déployé certains de ses contingents, le Burkina Faso, encore le Mali, ou le Niger, eh bien, le bilan est tout simplement négatif. Mais Emmanuel Macron a signé mordicus quand même sur cet argument sécuritaire. Et il a fait savoir cette petite phrase que je vais citer: nous considérons que notre rôle est d'aider la région à réussir cette bataille contre le terrorisme. Emmanuel Macron qui considère que le rôle de la France est d'aider la région ouest-africaine. Alors comment analyser cette posture d'Emmanuel Macron qui présente son pays comme un pays qui forcément doit aider la région ouest-africaine? Pourquoi autant d'intérêt de la France dans la lutte antiterroriste dans une région qui géographiquement ne la concerne pas? Il faut analyser cette phrase sur deux angles. Le premier angle, c'est celui de l'arrogance. Et le deuxième, pour moi, c'est celui qui a trait à l'ingérence dans les affaires internes d'une organisation ou d'un État. Pour ce qui est de l'arrogance, on sait pertinemment que cette attitude ne me surprend pas. Lorsqu'on essaye d'analyser le comportement des Occidentaux, des pays occidentaux, on constate véritablement que dans leur ADN, notamment des dirigeants, il y a cette volonté manifeste d'impérialisme et de domination qui en réalité les anime, et que la volonté de l'Occident, en réalité, c'est de démontrer sa prééminence, c'est de démontrer sa suprématie sur d'autres pays ou encore sur d'autres races. Et vous voyez par exemple avec le gaullisme de Charles de Gaulle, qui en réalité était une philosophie qui démontrait en réalité que la France, le français d'abord, ou encore la France d'abord. Donc vous voyez donc que ma première lecture s'inscrit dans une approche arrogante. On voit un chef de l'État qui se positionne comme un messie, qui détient la solution magique pour pouvoir trouver la solution au problème des autres. Alors que le bilan déjà de sa participation est négatif. Au-delà même de sa participation antérieure est négative, mais aussi dans son propre pays, on constate quand même quelques failles dans la sécurisation et l'anticipation des actes terroristes. Vous êtes sans ignorer que la France a été le théâtre de quelques années ou encore de plusieurs années de plusieurs attaques terroristes. Aujourd'hui, vu sur cet angle-là, du fait qu'à l'intérieur de son pays, la France elle-même, elle n'a pas les coudées franches quant à anticiper les attaques terroristes. Deux, là où elle est implantée en Afrique, elle a du mal à sécuriser et à endiguer véritablement la question d'ordre sécuritaire avec le pan terroriste. Lorsqu'on mobilise ces deux éléments-là, l'arrogance du président français en réalité entre en désaccord ou encore en déphasage avec les réalités du terrain. Lorsque j'évacue la première lecture sur le plan de l'arrogance, je m'inscris sur le second, notamment la dimension de l'ingérence. On constate véritablement que la France impérialiste a du mal à se détacher
des anciennes pratiques qui, en réalité, au regard de la reconfiguration actuelle de la géopolitique mondiale, la France, en réalité, devait ranger sa position, revoir sa position dans le but d'avoir un peu de la sympathie des peuples africains. Je tiens à rappeler que l'Afrique de l'Ouest n'est pas seulement occupée par les pays francophones. Il faut quand même noter qu'à l'intérieur de la CEDEAO, il y a les pays anglophones et lusophones, notamment le Nigeria et le Ghana qui sont pays anglophones, la Guinée-Bissau qui est un pays lusophone. Par conséquent, la France n'a pas la capacité à maîtriser ces pays-là. Revenons donc dans les pays francophones. Aujourd'hui, on sait pertinemment que la France n'a plus les marges de manœuvre nécessaires ou encore suffisantes pour ce qui concerne le Mali. Et on peut quand même évoquer le cas, par exemple, de la Guinée-Conakry, qui jusqu'aujourd'hui, l'influence de la France est problématique. C'est quelques rares pays africains francophones de l'Afrique de l'Ouest où la France a quand même une présence effective, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et j'en passe. Donc lorsque vous voyez cela, il est important de leur rappeler qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest n'est pas la propriété exclusive des pays francophones. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, la France, actuellement, même dans la précarité française en Afrique de l'Ouest, a quand même la capacité de dire qu'elle maîtrise ou encore qu'elle contrôle tous les pays? La réponse, c'est non. Puisqu'en réalité, le cas du Mali est un cas d'école, où aujourd'hui, la France est connue de tous, que la France n'a plus les marges de manœuvre nécessaires pour pouvoir exprimer sa volonté et sa puissance ou encore sa présence au Mali. Effectivement, merci à vous, Abdoundam, d'évoquer le cas du Mali. Le cas du Mali qui a également été mentionné dans les propos d'Emmanuel Macron, qui a affirmé, qui a estimé que la responsabilité de la CEDEAO était d'œuvrer pour que le peuple malien puisse exprimer sa souveraineté populaire et bâtir le cadre de stabilité permettant de lutter efficacement contre les groupes terroristes. C'est une phrase qui en dit long. Oui. Il faut être plus cohérent. Je vais chuter très rapidement. Pour dire les deux raisons ou encore les deux éléments mobilisés, vous constatez que la France, en réalité, n'a pas sa place véritable en ce qui concerne cette invitation pour le prochain sommet de la CEDEAO, puisque sur le plan opérationnel, en termes de la lutte contre le terrorisme, la France n'a plus les coudées franches. Sur le plan économique, la France n'a plus les instruments nécessaires qui puissent séduire les potentiels investisseurs ou encore la capacité à ces pays africains de l'Afrique de l'Ouest d'accepter l'investissement français, puisqu'en réalité, on connaît pertinemment le rôle et l'intention de la France qui est une intention prévaricatrice. Alors la France, donc, selon vous, n'a plus les moyens. Bref, elle a montré son inefficacité sur le terrain de la lutte antiterroriste. Alors selon vous, cette aide ne doit pas être la bienvenue. Alors, on va évoquer le cas du Mali, puisque vous avez souligné ce cas dans vos propos, Abdoundam, avec vous, Clavin Kodo, Emmanuel Macron, qui appelle donc la CEDEAO à sa responsabilité afin que le peuple malien puisse retrouver sa souveraineté et pouvoir bâtir un cadre stable qui, selon Emmanuel Macron, va donc lui permettre de lutter efficacement contre les groupes terroristes. Cela veut dire, déjà, qu'Emmanuel Macron ne voit pas l'efficacité du gouvernement de transition dans sa lutte antiterroriste, et aussi le fait qu'il interpelle la CEDEAO. Est-ce que ce n'est pas une sorte de pression qu'il essaie de mettre sur l'organisation sous-régionale afin que elle puisse œuvrer afin que un pouvoir civil puisse s'installer au Mali et pouvoir... Oui, Michel, je crois tantôt en rentrant dans ce programme, je vous ai rappelé que j'ai eu le privilège de couvrir d'être accrédité pour la couverture de la visite officielle du président français au Cameroun. Donc j'ai couvert toutes les articulations, j'ai été en contact. Moi je crois que la France a franchement le dos au mur. La France, les réactions de Macron ressemblent plutôt aux réactions de quelqu'un qui se suicide et qui n'a pas le choix et qui essaye de se libérer de l'étreinte de la corde. Donc en réalité, la France a passé des décennies, voire même des siècles, à terroriser l'Afrique, à terroriser les opinions africaines, mais depuis quelques décennies, ces opinions sont en train de prendre conscience de véritables enjeux dans leur relation avec la France. Donc chaque fois que Macron parlait du Mali au cours de sa visite au Cameroun, par exemple, c'était pas
pour encenser le Mali, ni le peuple malien. C'était un peu comme quelqu'un qui regrette de perdre quelque chose, comme un enfant qui est en train de perdre une friandise dont il tient beaucoup et qui se sent buté de voir des gens le regarder sans partager sa colère. C'est la même chose qui se passait lorsqu'il évoquait la Russie dans ses propos. C'était toujours comme quelqu'un qui a perdu. J'ai même vu un Macron qui a perdu pratiquement de la retenue et qui est rentré dans un registre de quelqu'un qui est entré dans une colère presque bleue lorsqu'il parlait de la Russie. Donc vous comprenez, c'est la même chose de la panique. La France de Macron est dans la panique. La France de Macron a le dos au mur. Et aujourd'hui, la France de Macron essaie de s'accrocher sur le Mali, sur l'Afrique, en évoquant des questions sécuritaires. C'est bon parce qu'elle prend les autres Africains comme si c'était des crétins, excusez le terme. Nous savons le rôle ambigu de la France dans la propension des mouvements terroristes en Afrique. On a vu au Cameroun des forces camerounaises face au mouvement terroriste Boko Haram, à la suite des combats, récupérer des armes de fabrication française. Il y a même des chars de fabrication française que détenaient ces groupes djihadistes, ce groupe Boko Haram. Vous comprenez? Donc, mais comme la France est experte en enfumage, donc Macron jusque-là continue à nous enfumer en imaginant que nous ne sommes pas assez matures pour comprendre le jeu de la France. Son invitation, c'est pour ça que je trouve l'invitation à lui adressée par le président Bissau guinéen malvenu, et même une invitation en pleine de naïveté de la part de ces chefs d'État africains. Donc, en réalité, nous n'avons plus rien à attendre de la France, sinon le chaos. La France pratique le chaos pour préserver sa position dominante sur l'Afrique, ou alors sa position hégémonique sur l'Afrique. Aujourd'hui, lorsque vous voyez la situation au Mali, nous sommes d'avis que depuis le départ des forces françaises, on parle de moins en moins des attaques terroristes. C'est la même chose du côté de la République centrafricaine. Voilà, vous dites que depuis la collaboration avec la Russie, oui, effectivement, et qui a marqué également le départ des forces françaises les résultats dans la lutte antiterroriste se sont avérés positifs, mais pourtant Emmanuel Macron a insisté, selon lui, lorsqu'il demandait au président Embalo Sissoko de demander à la CEDEAO d'œuvrer efficacement pour un retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Selon lui, c'est ce cadre-là qui permettra au Mali de lutter efficacement contre le terrorisme. Justement, voilà pourquoi je parle de naïveté de la part de ces chefs d'État bissau-guinéens. Il ne connaît rien de relation entre la France et l'Afrique. Je pense qu'il est totalement ignorant des réalités que les pays africains francophones vivent dans leur relation avec la France. Il veut l'utiliser, il veut l'influencer pour jouer maintenant son relais au sein de la CEDEAO. Et ça, c'est une démarche strictement française. C'est-à-dire, on ne sait pas comment est-ce qu'il a même pu, si ce n'est même pas la France qui l'a influencé pour déclarer, pour l'inviter au sommet. Ça, c'est possible. Sur le plan diplomatique, la France aurait pu manœuvrer en coulisses pour le pousser à lui dire, ben voilà, et même à le corrompre, parce que là, il faut pas oublier, la France est l'un des pays les plus corrupteurs de la planète. Hein. Oui, mais c'est possible que ce soit plutôt la France qui aurait émis le souhait de se faire inviter, d'Embalo Sissoko d'être invité. Il aurait même dû. Et comme la France est un pays corrupteur. Cette réponse simultanée d'Emmanuel Macron qui, effectivement, a dit merci. Voilà. Donc, ça peut être la une mise en scène, tout simplement, qui a été actée par la France pour justement... Or, ce président-là ne connaît pas du tout la France. Il peut la connaître à travers les livres, mais il ne lit pas français. Même s'il lit français, il n'est pas de culture francophone. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, je pense que ce qui se passe du côté du Mali et de la manière dont cela est évoqué par la France, matérialise simplement la panique qui règne au sein de la classe politique française de voir le Mali s'écarter, sortir de leur giron, et ce qui pourrait entraîner
un effet domino sur d'autres pays qui aujourd'hui pourraient avoir l'intention. Pourraient avoir la même intention de sortir de l'influence française. Donc c'est de bonne guerre de voir Macron se battre, s'accrocher au point de s'arracher les ongles. Mais je pense que le processus est assez avancé pour qu'il puisse lui réserver des résultats assez satisfaisants. Macron donc qui s'accroche à tout prix voilà, pour continuer à contrôler l'espace ouest africain, notamment sur le plan sécuritaire. Alors Abdoul Dam, Claver Kodo a mis voilà, cette décision ou encore ce souhait d'Embalo Sissoko de voir Emmanuel Macron prendre part au sommet de la CEDEAO sous le prisme de la naïveté. Selon lui, le président bissau-guinéen, dont le pays n'a d'ailleurs aucune histoire coloniale avec la France, ne connaît pas vraiment qui est la France, notamment sur le plan géopolitique et tout. Alors, vous êtes de cet avis que ça peut aussi être sous le prisme de la naïveté que le président Embalo Sissoko a émis cette invitation? Bon, naïveté, bon, c'est une hypothèse envisageable. En d'autres termes, est-ce qu'il n'y a pas aussi possibilité qu'Embalo Sissoko soit tout simplement en train de jouer le jeu de la France? Tout est possible, mais il faudrait partir des indicateurs pour pouvoir opérer des grilles d'analyse. Et je crois que je ne peux pas écarter l'hypothèse de la naïveté, mais avec un peu de recul pour dire qu'en réalité c'est quand même un chef d'État qui ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi pour se faire plaisir. Et il ne faut pas aussi perdre de vue que lorsque vous êtes dans une rencontre comme telle, du coup, spontanément, vous pouvez lâcher un mot sur le coup de l'émotion, parce que vous êtes en train d'échanger avec votre interlocuteur, et sur le coup de l'émotion, vous pouvez placer un mot qui n'était pas quand même prévu au préalable. Mais je crois que c'est un détail, mais la question est celle de fond. Est-ce que M. Macron, invité à ce sommet qui va se tenir dans les jours à venir, est-ce qu'il faudrait que l'on puisse s'appesantir sur l'enjeu véritable de la présence du président français lors de ce sommet? En quoi M. Macron pourrait être-il rentable? Mais il a fait savoir clairement que le rôle de son pays, la France, est de continuer à aider la sous-région ouest-africaine dans sa lutte contre le terrorisme. Il a présenté cela comme un devoir, voilà, de la France. Je souligne le mot rôle en un devoir, oui. Pour pouvoir dire qu'en réalité, ce n'est pas dans le rôle de la France d'utiliser cette posture, de jouer le rôle de permettre à l'Afrique de l'Ouest de pouvoir se libérer. Je crois que chaque mot a un sens. Je vais revenir sur ces propos, si vous permettez. Nous considérons que c'est notre rôle. Notre rôle est d'aider la région à réussir cette bataille contre le terrorisme. Donc c'est une responsabilité qu'il endosse en fait. Analysons faisons un peu de la sémantique. Oui. Qui leur a confié ce rôle? Quand je dis que c'est notre rôle, qui leur a donné mandat d'avoir cette posture? Puisqu'en réalité, avoir cette posture de nôtre, qui est la possession, en réalité, de manière subtile, voudrait dire en réalité, l'Afrique de l'Ouest leur appartient à la France. Par conséquent, leur rôle fondamental, c'est d'apporter leur soutien pour qu'en réalité, leurs intérêts soient davantage sauvegardés et protégés. Je crois qu'il faut voir, il ne faut pas, chaque mot a un sens. Oui. Lorsque c'est présent, notamment le président français, place un mot, c'est justement parce que il y a un effet recherché. Et l'effet recherché dans le cas d'espèce, c'est se maintenir ou encore se positionner dans cette posture de paternaliste, oui. Cette posture d'impérialiste, cette posture coloniale qui a du mal à se détacher. Or, la réalité est factuelle. Aujourd'hui, est-ce que la France, au regard de l'enjeu économique, sécuritaire, géopolitique, géostratégique mondial actuel, la France a-t-elle encore des coups de franche? Je tiens à rappeler que la France s'inscrit dans le groupe des 7, notamment le G7. Oui. Aujourd'hui, en face du G7, il y a une reconfiguration d'un groupe émergent, notamment le BRICS, qui est l'émergence d'une puissance qui vient rompre avec la posture de l'unipolarisation du monde, avec la prééminence des États-Unis dans le bloc du G7. Alors selon vous, ce rôle qu'elle se donne, ou encore cette responsabilité qu'elle s'adjuge, oui. Elle n'a pas reçu ce mandat Au-delà de n'avoir pas reçu ce mandat. Des pays ouest-africains qui sont les premiers quand même concernés par la lutte antiterroriste. On peut même négliger cet aspect. J'ai déjà évacué cela. Oui. Il faudrait qu'on puisse s'appesantir sur l'efficacité de la France aujourd'hui
quant à sa capacité à se targuer cette posture-là. Est-ce qu'en l'état, avec la reconfiguration de la géopolitique mondiale, la France se trouvant dans le G7, on sait pertinemment que le G7 est pour moi, est une caisse de résonance actuellement dans la scène internationale. Le véritable groupe qui fait peur aux autres groupes, c'est le BRICS, qui aujourd'hui est constitué de grands pays tels que la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et bien d'autres pays qui en réalité, du point de vue, qui apportent un apport sur deux pans, sur le plan géoéconomique et sur le plan géostratégique. Géoéconomique, c'est en réalité le boom démographique ou encore la dimension populaire ou encore démographique de ces pays-là en elle seule constitue un vaste marché de consommation à nul autre pareil. La Chine à elle seule a 1 milliard de population, l'Inde et 2 milliards de population, la Turquie 300 millions de population, la Russie. Voilà, quand vous faites ce résumé-là, vous constatez que du point de vue de la force et de la puissance, aujourd'hui, la puissance a basculé de l'autre côté. Ce n'est plus le G7 qui est puissant. Pays émergents. Oui, ce n'est plus le G7 qui a vocation à dicter sa vision et sa posture et sa façon de lire le monde. Actuellement, c'est plutôt le BRICS. Aujourd'hui, de façon réaliste, entre la France et la Russie, aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest a gagné à s'allier derrière qui? Derrière une puissance qui peut vous permettre de mieux vous développer. Plus en réalité, sur la scène internationale, c'est le réalisme. Et le réalisme est motivé par la volonté de l'intérêt. Qui sont ceux qui peuvent nous permettre de capitaliser notre intérêt? Il faut faire preuve du réalisme simple. Aujourd'hui, le groupe où se situe la France, notamment le G7, n'est plus capable de pouvoir répondre à un certain nombre de choses. La preuve, elle échoue. Elle est en train d'échouer. Sur le plan économique, par exemple, l'économie en Occident et plus précisément en Europe est en train d'agoniser. Les sanctions que l'Europe prenait hier sont en train d'avoir un effet boomerang et sont en train de demander pour pouvoir lever ces sanctions pour pouvoir permettre qu'on puisse oxygéner leur économie. Vu sur cet angle-là, ceux qui aujourd'hui ont une économie en érection, en émergence, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est la Turquie et j'en passe. Aujourd'hui, en l'état, l'Afrique devrait capitaliser et l'Afrique devait sortir de cette ancienne lecture coloniale. Pourquoi? Parce que c'est entré dans nos schèmes, plus précisément en Afrique noire francophone, où on a toujours cette tendance à s'allier, à s'apparenter avec la France. Aujourd'hui, il faut faire preuve du réalisme. Si l'Afrique veut avoir un mot, une place sur la scène internationale, il faut bien faire preuve du réalisme en s'accrochant ou encore en s'alliant, en coopérant avec ceux qui peuvent vous permettre de combler vos défaillances. Et en l'état, la France, y compris le G7, je crois que ça sera le sujet 2 avec les États-Unis, non plus des arguments nécessaires pour imposer leur vision sur la scène internationale. La preuve, ils ont échoué en Ukraine et c'est l'émergence du BRICS. Aujourd'hui, l'Afrique a capitalisé. L'Afrique et les chefs d'État africains, notamment les organisations sous-régionales et régionales africaines, doivent se tenir, lire la météo de la géopolitique mondiale à l'effet de capitaliser, puisque en réalité, que ce soit du côté du BRICS, que ce soit du G7, toutes ces puissances-là émergent, viennent vers l'Afrique. La preuve, la France y était. Au même moment, le ministre des Relations extérieures russe y était. Voilà le secrétaire d'État américain qui a annoncé. Il faudrait que ces événements-là nous parlent, nous Africains. Je crois qu'aujourd'hui, le continent qui va faire basculer définitivement la reconfiguration de la géopolitique mondiale, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Alors, selon vous, donc, l'Afrique doit capitaliser, elle doit être vigilante, elle doit prendre des décisions qui sont en accord avec ses intérêts. Et l'Afrique doit cesser d'être affectif. Oui, elle doit cesser d'être affective. Alors, on revient vers vous, Claire Kodo, puisque l'Afrique, selon Abundam, doit décider, elle doit capitaliser. Alors, dans le cas de l'invitation du président Emmanuel Macron en CEDEAO, on voit bien une volonté. C'est vrai que c'est le président Embalo Sissoko qui a fait l'invitation, mais on voit une volonté manifeste. Macron n'a pas caché l'intérêt ou encore sa joie même, en fait, d'être invité au sommet de la CEDEAO, puisque du coup, là, il a énoncé, quel peut être son apport et tout dans la sous-région et tout. Donc, quand on voit une France qui se propose, c'est pas quand même... quelle doit donc être l'attitude de l'Afrique, puisque là, la France, elle se propose à être présente, par exemple, puisqu'on parle de l'aspect sécuritaire, elle se propose à être une partenaire privilégiée dans ce combat qu'est la lutte contre la sécurité.
face donc à un partenaire comme la France qui insiste, persiste? Quelle doit être l'attitude de l'Afrique? L'Afrique devrait désormais analyser ses rapports sur le plan international sous le prisme d'une leçon en stratégie, c'est-à-dire au lieu de placer ces relations sous le prisme de l'amitié, comme c'est jusque-là le cas avec la France, je pense que l'Afrique devrait plutôt placer ses relations avec les autres sous le prisme soit des opportunités, soit des menaces. Or, jusqu'aujourd'hui, je pense que la France constitue plutôt une menace pour l'Afrique sur tous les plans. Il faudrait donc que l'Afrique, cette Afrique qui rêve de souveraineté, qui rêve de respect, puisse changer totalement de paradigme pour adopter pour inscrire ses relations avec les autres pays ou alors les autres puissances sous le prisme des opportunités. Quand je l'ai dit, il faut voir, quand je l'ai dit, qu'est-ce qui constitue une opportunité pour l'Afrique aujourd'hui par rapport aux questions qui sont les nôtres, en termes de développement, en termes de consolidation de la paix, en termes de progrès socio-économique. Je pense que ce n'est pas la France. Donc, la France reste et devient donc une menace pour l'Afrique. Et les BRICS, par exemple, pourraient être une grosse opportunité pour l'Afrique, justement, pour sortir de ce carcan des misères, de pauvreté, afin de mieux se projeter sur le long terme. Parce que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Même l'Église catholique l'a reconnu. Mais aujourd'hui, tout le monde court vers l'Afrique, mais est-ce que l'Afrique est prête à prendre ses responsabilités? Est-ce qu'elle est consciente même d'ailleurs? Est-ce qu'elle est consciente de la place qu'elle occupe dans la scène internationale? Est-ce que les dirigeants sont donc prêts à prendre leurs responsabilités pour l'avenir de ce continent? C'est là la grosse question. Maintenant, la France, il faut donc analyser les rapports de la France avec l'Afrique depuis plusieurs siècles ou alors des décennies que la France est présente sur notre continent à travers la France-Afrique, à travers autres. Il y a quand même une certitude. La France continue est essentiellement une menace pour l'Afrique, pour le développement de l'Afrique, pour la paix en Afrique. Il faudrait donc que nous changions de paradigme, comme je le disais tantôt. Il faudrait penser plutôt avoir affaire à des gens qui sont plutôt des opportunités en faveur de notre développement, en faveur de la consolidation de la paix dans nos pays. Et à ce titre-là, je pense qu'on ne devrait même plus réfléchir. La France a montré ses preuves, Macron essaie de s'accrocher, mais Macron, il est épuisé, ne peut plus rien, parce que c'est les opinions qui poussent que les présidents africains aujourd'hui manifestent un véritable désamour vis-à-vis de la France. Ce n'est pas seulement les opinions francophones, même les opinions hors de l'espace francophone réagissent. Vous avez vu en Afrique du Sud la sortie de Julius Malema. Voilà, vous avez vu sa sortie, ce n'est pas un francophone, mais vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a un désamour, il y a une colère qui couvre depuis et qui de plus en plus est exprimée ci et là sur le territoire, sur le territoire africain. Donc la France, malheureusement, ne peut pas prendre du recul, se remettre en question. Elle reste arrogante. Elle ne veut pas. Elle n'est pas préparée à cette mutation. À changer de politique. Elle ne peut pas, mais c'est trop tard. Aujourd'hui, d'autres l'ont compris. Les pays comme la Chine l'ont compris. Les pays comme la Russie l'ont compris. Les pays comme l'Iran. Même l'Iran l'a bien compris, la Turquie, tous ces pays-là. Donc ces pays-là ces pays ont compris le genre de coopération auquel l'Afrique a besoin. A besoin, justement, et ces pays se sont inspirés de la relation incestueuse que la France entretient avec les pays africains. C'est un partenaire de longue date. Voilà, de longue date, et ça se manifeste à travers l'État, avec la pauvreté, la misère qui règne en Afrique. On prend par exemple le cas du franc CFA, qui selon même certains chefs d'État, certains hommes politiques occidentaux, est un frein, un énorme frein au développement de l'Afrique. L'Italie, même la Russie a fait une déclaration dessus. L'Italie qui est dans l'Europe et qui est dans l'Europe, oui. Donc vous comprenez qu'il n'y a que les Français, les hommes politiques français qui n'arrivent pas à prendre du recul et à se remettre en question. Mais comme l'histoire est cynique, c'est vraiment foutu pour la France là. Et j'ai quelque chose à ajouter. Oui. C'est très intéressant ce que vient de dire Papa Nkodo, je le dis comme ça. Il faudrait quand même, vous savez, le monde nous parle. Et quand le monde nous parle, il faudrait que nous, Africains et les dirigeants africains, puissent prendre la météo. Où va le sens du vent?
je prends par exemple le cas par exemple du G7. Est-ce que vous savez que la différence entre le G7 et le BRICS, c'est sur 2 pans. Le pan du droit de l'homme et la question de l'ingérence dans les affaires internes des États. Et vous voyez que le G7, avec les États-Unis, la France et bien d'autres, ont ce comportement sibylline d'avoir toujours une prééminence, une manipulation, une domination, une instrumentalisation dans les affaires internes des États avec qui ils coopèrent, et plus précisément en Afrique. Je prends le cas de la France, je prends le cas des États-Unis et bien d'autres pays. Et vous savez que et même dans le G7, en réalité, certains pays sont des suiveurs, en l'occurrence la France. Le seul pays qui tient le glas et le diktat, c'est les États-Unis, qui ouvre le flanc avec l'unipolarité du monde entier. Maintenant, avec le BRICS, la différence, c'est sur le plan de l'ingérence, en ce que ni la Chine, ni la Russie, ni l'Iran, ni la Turquie, aucunement, quand ils coopèrent avec vous, ils n'ont rien à y voir ou encore à se mixer en ce qui concerne la question du droit de l'homme. Ils n'ont rien à y voir, ils ne se mixent pas en ce qui concerne la question de la politique interne de votre pays et s'inscrivent dans une autre valeur qui me semble très fondamentale et qui est bottée en touche par le G7, tout d'abord la valeur du respect du vis-à-vis. La valeur du vis-à-vis. Cela m'amène à vous poser une question. Cela m'amène à vous poser une question puisque vous dites que ces pays, dans leur rapport avec leurs partenaires, ne s'ingèrent pas dans la politique intérieure. Lorsqu'Emmanuel Macron, par exemple, interpelle la CEDEAO sur sa responsabilité à œuvrer pour le retour d'un pouvoir civil au Mali, oui, vous voyez, là, une sorte d'ingérence. On appelle ça en droit un délit. C'est un cas de délit flagrant. Ouais, c'est flagrant. Notre rôle, qui vous a conféré sur la lorsqu'on sait que l'agenda quand même qui a été présenté par les autorités de transition a eu l'approbation de la CEDEAO, d'où la levée des sanctions. Et votre question, vous me tendez la perche pour développer davantage dans ce sens. Pour vous démontrer qu'en réalité, je l'ai dit tout à l'heure, que l'une des valeurs que le BRICS partage, c'est le respect du partenaire, le respect de l'autre. Or, de l'autre côté, il y a une approche condescendante de la France et de certains pays des BRICS qui regardent les autres pays de manière par le bas. Ça veut dire qu'en réalité, ils n'ont qu'une considération et estiment qu'ils peuvent se permettre de dire ce qu'ils pensent, comme ils veulent et quand ils veulent. Et ce sentiment, cette posture d'influencer symboliquement les pays africains sont dans leur chaîne. C'est ça, ce sont des traits caractéristiques de la domination et de l'impérialisme. Or, malheureusement, Dame Zili, ces discours tenus par la France semblent passer, mais ça ne passe plus toujours. C'est en ce moment, c'est en cela que la France panique. Je prends 2 exemples. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire que la République centrafricaine écoute encore les dictats ou encore l'influence de la France en termes de discours condescendants. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que le Mali est encore à l'écoute de ces discours de donneurs de leçons. Or, aujourd'hui, on a constaté même qu'il y a même le basculement en termes sur le plan diplomatique où on avait tendance, avec le rapport avec la France, de faire face à une diplomatie défensive où l'Afrique encaissait toujours, recevait toujours des injonctions. On a constaté qu'à un moment donné, le Mali s'est inscrit dans une approche d'un État souverain qui, face à une réaction qui menace son intégrité, réagit avec les mêmes mots, avec la sévérité à nous autres pareils. C'est un indicateur fort qui nous amène dans l'Afrique noire francophone pour dire qu'en réalité, ces discours d'impérialisme, de paternaliste, de domination, ça passe, mais ça ne passe plus toujours. Pourquoi? Parce que certains pays africains sont aujourd'hui comme des exemples qui peuvent nous amener à comprendre que ce discours ne peut plus passer. Alors, pourquoi? Parce que nous sommes souverains. Selon vous, donc, ce discours de la France ne peut plus passer. On va sortir de... Et le Cameroun, c'est un exemple. Oui, on va sortir de ce sujet avec cette question que je vais vous poser. Oui. Alors, selon vous, le choix donc d'Emmanuel Macron, puisqu'il s'est rendu au Cameroun, au Bénin, et la Guinée-Bissau, Guinée-Bissau qui est un pays qui n'a pas un passé, si on peut dire, colonial avec la France. Selon vous, le choix de la Guinée-Bissau pour ce périple d'Emmanuel Macron, il trouve tout son sens dans... cet intérêt qu'Emmanuel Macron a encore pour la région ouest-africaine où la France est de plus en plus, n'est plus en odeur de sainteté. Il faut mobiliser 2 raisons qui peuvent justifier la présence ou encore le déplacement de M. Emmanuel Macron en Guinée-Bissau. 2 raisons. La première raison qui me paraît très fondamentale, c'est le fait que le président en exercice actuel de la CEDEAO, c'est bien entendu le président de la Guinée-Bissau ou encore de la Guinée-Bissau. Vu sur ce prisme-là, il voudrait tenir l'organisation par le haut, par la tête.
Et par conséquent, si sa visite peut permettre à ce qu'il puisse avoir certaines sympathies, certaines facilités à coopérer avec Monsieur le Président en exercice de la CEDEAO, il est possible que, à travers lui, certains désirataires de la France peuvent passer comme lettre à la poste. Voilà la première lecture qu'il faille opérer. La deuxième lecture qui me paraît négligeable, c'est celle de l'émergence ou encore de la prépondérance. Je veux dire quoi? C'est celui de l'expansionnisme de la francophonie dans les pays qui ne sont pas francophones. Et le cas de la Guinée-Bissau, c'est un cas d'exemple. Pourquoi? Parce que la Guinée-Bissau n'a aucun lien historique avec la France. Mais par conséquent, son président a fait savoir voilà l'intention de son pays aujourd'hui de s'intéresser aux Français, d'ouvrir même une école française. Voilà, c'est la deuxième raison que je suis d'évoquer, que la deuxième raison est sur le volet culturel, où la France, sur le biais de la francophonie, veut s'étendre et s'épandre partout le monde entier, et par conséquent, la Guinée-Bissau est une destination par excellence pour pouvoir s'implanter et mettre sur pied une structure relative à séduire davantage ce peuple, soit à parler français, et pourquoi pas à adhérer dans la francophonie. Donc, très bien pensé par le président français. Et la raison très stratégique, c'est celle de la fonction qu'occupe actuellement le président de la CEDEAO, le président de la Guinée-Bissau au sein de la CEDEAO. Et maintenant, une autre question très importante pour ne pas négliger, en sortant pour dire qu'en réalité, est-ce que aujourd'hui, le président en exercice actuel de la CEDEAO a-t-il les mêmes, je veux dire quoi, est-ce qu'il va de manière délibérée prend certaines initiatives au regard du changement de la géopolitique mondiale sans avoir l'influence de ses pairs? Voilà la grande question. Maintenant, lorsqu'on essaie de faire des conjectures et des hypothèses, qui sont ceux qui peuvent suivre monsieur le président en exercice de la CEDEAO s'il travaillerait pour la France? Qui sont ces pays qui peuvent davantage accompagner la CEDEAO dans ses choix vis-à-vis de la France? Vous ne les connaissez plus que moi. Je ne vais pas les citer ici pour pouvoir peut-être attirer des petits commentaires inutiles. Donc pour sortir, la visite de M. Emmanuel Macron en Afrique de l'Ouest et plus précisément en Guinée-Bissau n'est pas une visite au hasard, mais la question fondamentale est celle de savoir cette volonté manifeste de se détacher de ce précaré français est plus que jamais une vérité connue et que nul, je dis bien, rien ne pourrait permettre à ce que cette volonté manifeste soit estompée, même si M. Macron aurait même l'invitation et participerait même et prendrait même pas à ce CEDEAO. Ça ne va rien changer. Pourquoi? Parce que la CEDEAO n'appartient plus aux dirigeants de la CEDEAO, je veux dire au chef d'État. La CEDEAO appartient au peuple de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est le peuple de l'Afrique de l'Ouest qui pourront se lever pour dire en réalité leur volonté, ce qu'ils veulent. La preuve, ce qui s'est passé au Mali, on a vu la réaction populaire, puisqu'en réalité, c'est le peuple qui souffrait sur le plan économique lorsque l'embargo a été imposé sur le Mali. On a vu comment au Sénégal, le peuple manifestait. On a vu comment au niveau de la Guinée-Conakry, il y avait cette volonté populaire pour dire qu'en réalité, il y a un changement de paradigme. Oui, ce sont plus juste les dirigeants. La CEDEAO était prise, ou encore les organisations africaines étaient prises en otage par les chefs d'État. Aujourd'hui, ils doivent agir au nom du peuple. À partir du moment où ils ne font plus cela, le peuple va prendre ses responsabilités. Pourquoi? Parce que le peuple est davantage actif et éveillé. Oui, le peuple est actif et éveillé. Selon vous, vous revenez donc sur ces manifestations qui ont certainement coûté la tête de certains chefs d'État du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et on sort également sur ce sujet avec vous par cet angle Plamé Nkodo. Alors, cette force anti-push évoqué par Embalo Sissoko en la présence d'Emmanuel Macron, qui une fois de plus a vraiment acclamé l'idée. Il a fait part de son approbation, oui, qu'effectivement cette force serait nécessaire. On sait que c'est en rapport avec tous ces changements à la tête de certains États qu'a connu en fait la région ouest africaine. Oui, mais vous savez, si on prend seulement le cas du Mali, le push a été imposé pratiquement à l'armée sous l'influence du peuple. Nous sommes d'accord là-dessus. Donc c'est la manifestation de la volonté du peuple. On ne peut pas dire que les pushs sont essentiellement malvenus dans certains pays. Mais pourtant, Sissoko a évoqué. Et le président... ce président, je dis qu'il fait preuve de beaucoup de naïveté, parce que la France utilise la notion de démocratie comme un fonds de commerce à travers lequel elle peut embrigader les chefs d'État et les peuples africains. Vous voyez,
Or, la question fondamentale que j'ai l'habitude de poser aux gens, s'agissant justement de cette histoire de la démocratie, est-ce qu'il existe un seul pays en Europe ou alors dans le monde qui a été développé ou industrialisé grâce à la démocratie? Or, nous nous embarquons dans une histoire dont nous ne maîtrisons pas du tout le contenu. Maintenant, la France l'utilise, par exemple, voudrait l'utiliser en Afrique de l'Ouest pour justement fragiliser ou alors justement s'ingérer de manière indirecte dans la gestion politique des affaires de ces pays-là. Parce que quand on parle d'une force anti-push, qui va la financer? Là, la France, c'est sûr, va profiter pour mettre de l'argent. Maintenant, quand on parle d'une force pour lutter contre les mouvements terroristes, la France, elle jongle, elle alimente même le terrorisme. Donc, vous comprenez, la France joue à fond la sauvegarde de ses intérêts à travers tout ce travail-là que Macron a raconté en Guinée-Bissau. Voilà, elle joue pour sauvegarder ses intérêts en utilisant certains dirigeants africains, même s'ils ne sont pas du tout même s'ils ne sont pas de l'espace francophone. C'est pour chuter, je voudrais quand même faire le distinguo entre l'efficacité d'une pareille force et la volonté du peuple. Parce qu'il y aura quelque chose d'antagonisme. Quand nous prenons tous le cas du Mali, le push a été pratiquement la volonté du peuple de changer le sommet de l'État. Alors, dans cette force, vous combattrez donc qui? Le peuple ou bien ceux qui prendront le pouvoir à partir des pushs. Or, aujourd'hui, je pense que le peuple malien se reconnaît à travers ses nouveaux dirigeants, et voilà pourquoi, même quand il y a des tentatives de coup d'État, ça ne marche pas, parce que ces nouveaux dirigeants ont le soutien du peuple malien et à qui ils essayent d'apporter des réponses, ou alors des réponses appropriées aux questions qui les ont poussés à se rebeller contre l'ancien régime. Je pense que Macron est simplement dans une histoire de vaudou avec son interlocuteur Ballo Sissoko. Il ne faut pas particulièrement accorder du crédit à cela. La France, là aujourd'hui, est dans une situation est en crise, totalement en crise. Ça, il faut le reconnaître. La France est en crise. Et la France bavarde, mais la France n'a pas les moyens de sa politique. De plus en plus, la France anime simplement la galerie. La France ne pourra pas sortir de l'argent, sauf en le puisant dans les réserves des devises du franc CFA, pour pouvoir réaliser de tels projets. Si déjà, au niveau de la France, il y a la contestation, ce n'est pas hors de l'Afrique, hors de la France, que la France pourrait injecter beaucoup d'argent pour trouver des solutions aux problèmes des Africains. Quelque chose très rapidement. Mais très rapidement. On a peut-être oublié sans toutefois mettre cet élément-là sur la table, notamment sur le plan sécurité, avec le Sahel, le G5 Sahel. Qu'est devenue cette organisation? Vous savez, avec le décès de Maréchal Idriss Déby Itno et le retrait du Mali, vous savez pertinemment que le G5 Sahel a été financé par la France et qu'aujourd'hui, lorsqu'on a constaté, ou encore lorsque certains chefs d'État africains, en l'occurrence le feu président Maréchal, prenaient certaines initiatives pour pouvoir endiguer véritablement contre cela. Et vous savez pertinemment que la force du G5 Sahel était deux pays, notamment le Tchad et le Mali. Lorsque ces deux organisations, lorsque le Mali se retire et le Tchad qui devient un peu timoré dans sa participation, on constate que le Niger, à un moment donné, avait émis l'idée de créer une nouvelle organisation dans la perspective de lutter contre le terrorisme. Pourquoi? Parce que la question de rotation était posée sur la table. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que le Mali puisse prendre la rotation. Or, on connaissait véritablement qu'en l'état, si le Mali se laissait berner par cette situation, l'insécurité au Mali ne devait pas s'achever. Voilà pourquoi le Mali s'est retiré du G5 Sahel pour pouvoir prendre conscience des vrais enjeux et de la stratégie pour pouvoir lutter efficacement contre le tourisme par lui-même. Maintenant, je crois que, à moins que cette information soit fondée ou pas, je me dis, mais c'était comme s'il y a une forme de retournement de veste du Niger avec la France ces derniers jours. Je ne sais pas si l'information est fondée ou pas, mais ce qui est important de dire, c'est que la France est en train de perdre le terrain en Afrique de l'Ouest. Et il y a aussi pour sortir le deuxième point que je voulais quand même évoquer. Et je crois que c'est la question de la communication. Vous savez, ce que la France aujourd'hui, prenez l'image d'un chien qui aboie, mais qui n'a pas la force de mordre. Aujourd'hui, la France est dans cette image-là. La France s'est inscrite aujourd'hui dans la bataille communicationnelle. La France se déplace.
Quel est le contenu du déplacement de M. Macron au Cameroun? Il a fait juste un discours. Dans le fond, est-ce que vous avez vu le Cameroun paraffer des contrats avec des responsables français? Aujourd'hui, la France s'inscrit dans l'intimidation, s'inscrit dans une approche de donner des leçons, s'inscrit dans une approche de frustrer et d'influencer certaines personnes. Est-ce que la France, sur le plan du discours, et le discours à lui seul suffit pour pouvoir influencer davantage les peuples africains? Je crois que lorsque M. Macron lève le ton, nous, en tant qu'Africains, et certains chefs d'État africains, ils se posent des questions de la pertinence je veux dire quoi, du ton qu'utilise M. Macron. Est-ce que ce ton-là peut être applicable sur le terrain? Je crois que non. Il y a des phasages entre ce qui est dit et ce qui peut faire sur le terrain actuellement. Alors, merci à vous donc, Abdounda et Clavin Koudou, pour la première étape de ce programme, à savoir ce sujet qui portait sur cette invitation faite par Embalo Sissoko, le président Guissao Binéen, à Emmanuel Macron. Il a invité ce dernier à prendre part au prochain sommet de la CEDEAO. Emmanuel Macron, qui du coup n'a pas caché voilà, sa joie, et il s'est d'ailleurs dit disposer son pays et lui à aider la sous-région ouest-africaine dans sa lutte contre le terrorisme. Il a intérêt à bien travailler. Pourquoi? Parce que son prédécesseur a été très très critiqué. Alors, on va parler d'autre chose. On reste toujours dans le contexte africain. On va s'intéresser aux relations entre les États-Unis et l'Afrique. On a longtemps débattu là-dessus, sur la tournée africaine d'Emmanuel Macron, une tournée qui a coïncidé avec celle du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui s'est rendu également dans pas mal de pays africains. Bataille diplomatique. Alors, après donc ces deux puissances, c'est au tour des États-Unis d'annoncer, voilà, sur en terre africaine, la venue du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Ce déplacement est donc prévu du 7 au 9 août prochain, et les destinations prisées sont l'Afrique du Sud, la RDC et le Rwanda. Alors, selon certaines analyses, ce voyage aurait pour but de contrer l'influence russe sur le continent africain. Est-ce que cette analyse doit être prise en compte? Quels sont les éléments qui y vont pour? Autant donc des questions auxquelles nous allons nous attarder ce lundi sur ce plateau, toujours avec notre même panel. Alors, je reviens vers vous, qui étiez Clavin Koudou, vous qui étiez du côté de Yaoundé où Emmanuel Macron a été reçu par le président Paul Biya. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il a fallu justifier le choix du Cameroun comme sa première destination pour ce voyage en Afrique, il a fait savoir que le Cameroun est un pays stratégique en Afrique centrale. Il a reconnu et il a dit, l'Afrique centrale qui est une région, qui est cette partie de l'Afrique sur laquelle je veux me concentrer durant mon quinquennat. Alors aujourd'hui, on parle de cette tournée d'Anthony Blinken qui a été officialisée, puisqu'un communiqué atteste qu'il sera bel et bien en Afrique du 7 au 9. Et les destinations que sont l'Afrique du Sud, la RDC et le Rwanda, selon vous, ne sont pas aussi anodins? Non, c'est pas du tout anodin. Vous voyez, vous remarquez bien que les deux se concentrent essentiellement en Afrique au sud du Sahara, parce qu'en réalité, l'Afrique au sud du Sahara est la région la plus riche dans le monde. Et contrairement à la France et aux États-Unis, la Russie il y a la différence avec la Russie, c'est que la Russie a une économie endogène très forte et dispose pratiquement de toutes les ressources naturelles qu'on trouve partout dans le monde. Vous voyez, la Russie, aujourd'hui, lorsqu'on évoque la visite du ministre des Affaires étrangères russe en Afrique, je crois que la Russie voudrait se positionner comme ce pays-là qui ramène au respect des grands équilibres entre dans les jeux, dans un environnement géopolitique marqué par l'unipolarisation. Or, la Russie s'inscrit dans la multipolarisation. Bon, après Macron et le ministère russe des Affaires étrangères, des affaires étrangères. Maintenant, c'est Blinken qui a annoncé en Afrique. Parce qu'en fait, l'Afrique est au centre de toutes les bagarres géopolitiques actuelles dans le monde. Et l'Afrique devient donc un terrain
un terrain de jeu ou alors un terrain de conflit, oui, où chacun essaiera d'aligner autour de lui, de recruter ceux qui lui sont favorables. Donc, c'est pas hasard de les voir s'aligner, parce que l'avenir du monde se joue en réalité en terre africaine, à travers tout ce que nous sommes en train de constater. Vous avez évoqué les déclarations de Macron à Yaoundé. C'est pas fortuit, parce que de la région, de l'Afrique centrale jusqu'au Grand Lac, c'est le bassin de toutes les ressources naturelles, même rares, du monde entier. Et ces ressources, l'Europe en a besoin. Contrairement à la Russie est capable de vivre en autarcie et d'avoir toutes ces ressources. Mais ni les États-Unis, ni l'Union européenne, ni l'Europe occidentale ne disposent de ces ressources. Maintenant, compte tenu de cette relation incestueuse que l'Occident a imposée à l'Afrique, je crois que la Russie a plutôt une démarche messianique à travers laquelle elle voudrait que les peuples africains, enfermés dans la pauvreté et la misère, puissent profiter de leurs ressources naturelles pour un monde plus humanisé et plus équilibré. D'un côté, on a un peu une espèce de Satan, ou alors deux Satans qui s'intéressent à l'Afrique, et de l'autre côté, on a Dieu qui se dit, mais non, écoutez, Satan, vous faites déjà trop de mal à ce peuple. Moi, je vais le tirer de vos griffes. Donc, nous allons vivre ce balai-là. Mais maintenant, tout dépendra donc de la volonté des dirigeants africains de pouvoir choisir en toute responsabilité et par conviction surtout leur camp. Vous avez vu, l'une des destinations de Lavrov, c'est l'Éthiopie. Vous savez que l'Éthiopie, c'est même par là qu'il a bouclé. Il a tenu un discours assez édifiant de ce côté-là. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de symboles qui sont véhiculés à travers les visites de ces responsables occidentaux, donc américains, français et russes. Bon, au final, ce sera à l'Afrique de savoir tirer son épingle du jeu au regard de la convoitise dont notre continent fait l'objet, et ce sera une affaire de vision politique, d'épaisseur idéologique des dirigeants des pays africains par rapport aux véritables enjeux de développement, par rapport aux besoins qui sont les nôtres en matière de développement. Sinon, je pense que nous assistons véritablement à une nouvelle reconfiguration de la carte géopolitique mondiale. Alors, selon vous, donc, Lavin Kodo, l'Afrique est au centre des bagarres et ce sera donc à elle de tirer son épingle du jeu. Effectivement. Alors, Abdoul Ndam, pour ce qui est de ce rôle stratégique, central que l'Afrique est en train de jouer aujourd'hui dans la géopolitique mondiale, je tiens à rappeler que dans ce communiqué qui fait part de la tournée africaine d'Anthony Blinken, il est rappelé aux pays africains qu'ils ont un rôle géostratégique essentiel et sont des alliés cruciaux sur les questions les plus brûlantes comme la lutte contre les effets du changement climatique, l'insécurité alimentaire et les pandémies mondiales. Alors, ces trois volets qui ont été mis en exergue dans le communiqué américain, selon vous, sont vraiment les véritables enjeux de cette visite qui met l'Afrique au centre, à savoir les pandémies mondiales, les changements climatiques, l'insécurité alimentaire? C'est une vraie fausse raison. Une vraie fausse raison. La question du changement climatique. Vous savez que la COP21, les États-Unis s'est retirés de la COP21, pourtant premier pollueur du monde. De l'accord. De qui se moque-t-on? Aujourd'hui, les États-Unis parlent de la lutte contre le changement climatique, pourtant, elle a ratifié, elle ne respecte pas les clauses de la COP21. Non, on peut aussi mettre, est-ce qu'on ne peut pas mettre ça sous le fait que c'était sous le prisme du mandat de l'ancien président? Non, ça ne veut rien dire. Et que maintenant, c'est Joe Biden. Les décisions prises par votre prédécesseur sur le principe de la continuité de l'État, vous assumez les décisions prises par votre prédécesseur. C'est comme ça qu'un État fonctionne. Je suis en train de dégager les incohérences. Sur le plan de la lutte contre le changement climatique, les États-Unis sont les premiers pollueurs. Ils ont ratifié la COP21 et ne respectent pas la clause. Ils se sont même retirés. Pourquoi? Parce que limiter leur degré de production serait asphyxier l'économie américaine. Ils ont fait un peu de réalisme en sortant de cette clause qui était eux-mêmes donnée. Je crois que voici le premier élément que j'évacue. La question alimentaire. Vous pensez la sécurité alimentaire. La question de la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, il y a des tractations actuellement aux États-Unis à travers certains diplomates et certains hommes politiques qui voudraient amener
les députés, les parlementaires américains de lever leurs sanctions contre les États-Unis. Pourquoi? Parce que sur le plan alimentaire, aujourd'hui, les États-Unis sont en train de souffrir. Et contre la Russie, bien entendu. Et aujourd'hui, je suis en train de dire qu'il y a les diplomates, il y a des tractations au sein du Parlement américain qui veulent la levée de la sanction imposée contre la Russie. Pourquoi? Parce que sur le plan alimentaire, bien entendu, les États-Unis sont en train de connaître des difficultés réelles. Plus en réalité, du point de vue de la production, les États-Unis n'ont pas de potentiel en termes de production pour ces céréales-là. Aujourd'hui, c'était la Russie. Et la Russie qui est le principal fournisseur en termes de céréales aux côtés de l'Ukraine. Et aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent pas se targuer de dire qu'elles peuvent être une alternative, une solution pour pouvoir résoudre la question d'ordre de sécurité qui relève de la sécurité alimentaire. Deuxième évacuation. Le troisième élément, ils ont encore parlé de quoi? Ils ont également parlé des pandémies mondiales. Elle a un rôle géopolitique stratégique. La question de la pandémie mondiale, c'est un mot. Encore, je veux dire quoi? C'est une expression qui ne veut rien dire. Nous avons fait face à la pandémie de la Covid-19. Est-ce que les États-Unis ont montré quelle efficacité en termes de modèle pour pouvoir lutter efficacement contre la pandémie de la Covid-19? Est-ce que les États-Unis peuvent se positionner comme donneurs de leçons pour ce qui est de lutter efficacement contre les pandémies en Afrique? Si tant bien qu'avec l'avènement de la Covid-19, on a constaté l'expertise africaine à travers la méthode africaine qu'on a lutté efficacement contre le tourisme, et que les prédictions faites par l'OMS qui va encore annoncer des milliers d'hécatombes en Afrique, c'était plutôt l'inverse. On a connu nos portions, les Samuel Cléda, les portions venant de Madagascar, qui en réalité ont permis à ce que les Africains soient même ceux là où il y a moins de morts. Je crois que les trois raisons évoquées, en réalité, la vraie raison ne se situe pas là. La vraie raison est officieuse. La vraie raison, c'est que, ne perdons pas de vue, que la France et les États-Unis sont dans le même bloc, notamment le groupe de 7, le G7. Ça veut dire qu'en réalité, si la France est en train de venir, et on constate qu'en réalité, la France est en perte de repère en ce qui concerne la précarité française, il est important que les États-Unis viennent à la charge pour pouvoir, en renfort, pour pouvoir, marteler, pour pouvoir peut-être dire de manière sibylline, de manière subtile ce que la France est en train de dire, ou encore d'une manière ou d'une autre. Je crois que la réalité est connue de tous. Aujourd'hui, les États-Unis viennent en Afrique parce que leur intérêt est menacé. Aujourd'hui, je le dis et je le réitère, l'Afrique se positionne aujourd'hui comme la meilleure des destinations pour dire qu'en réalité, qui a l'Afrique a le monde. Qui a l'Afrique aujourd'hui a le monde. Voilà pourquoi vous voyez ce balai diplomatique, la Russie, la France et les États-Unis. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que désormais on constate ce balai diplomatique? Maintenant, c'est à nous maintenant de capitaliser. Et c'est là où je vais évoquer la responsabilité de l'Union africaine. C'est là où on devait sentir véritablement le rôle de l'Union africaine. Pourquoi? Parce qu'il y a deux éléments qu'il faut évoquer. La question de l'harmonisation de la prise de décision des chefs d'État africains. Deuxième élément, la politique commune quant à la négociation des contrats relatifs sur le plan économique. On constate malheureusement que certains chefs d'État ont des approches divergentes. On constate qu'il y a certains chefs d'État qui sont en train de prendre conscience, et malheureusement, du coup, on voit un chef d'État qui prend une décision, mais on tombe des nues, comme c'est le cas avec l'invitation de M. Emmanuel Macron lors de la CEDEAO. Je crois que c'est une décision que moi je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris cette invitation au regard de l'enjeu de l'heure. Il faudrait plutôt travailler dans la perspective de couper davantage ce cordon ombilical qui nous lie avec cela qui nous empêche d'émerger. Si aujourd'hui, l'Afrique a du mal à pouvoir se positionner, c'est parce qu'en réalité, l'une des raisons, c'est nous, entre nous les Africains. Et plus précisément à ceux-là qui dirigent l'Afrique. Qu'est-ce qu'il faille faire? Il faudrait que les dirigeants de l'Afrique prennent leurs responsabilités afin qu'ils comprennent que le monde leur parle. Et comme le monde leur parle, il faudrait qu'ils prennent leurs responsabilités pour ne pas être jugés par le peuple, pour ne pas être jugés par l'histoire. Pourquoi? Parce que cette opportunité qui s'offre à l'Afrique actuellement, si on ne joue pas franc jeu, on sera perdant. On sera perdant. Et j'ai peur qu'on ne saisisse pas cette opportunité en or. Puisqu'en réalité, il y a une bataille. Il y a un désordre sur la scène internationale. Et aujourd'hui, la réalité est que la personne qui tient l'Afrique tient le monde. Pour deux raisons. La première raison est celle démographique. Vous savez qu'en 2063, la population africaine va doubler, voire même tripler. Et sur le plan démographique, vous constatez qu'en économie,
la démographie est un indicateur important sur le plan économique. Alors, selon vous, Aboundam, ces raisons donc, qui ont été évoquées dans ce communiqué officiel sont des fausses raisons, à savoir Anthony Blinken qui rappelle à l'Afrique qu'elle a un rôle essentiel. Je l'ai déjà évoqué, évacué. À jouer dans les questions de pandémie mondiale, réchauffement climatique. Alors, ce sont de vraies fausses raisons. Voilà, vous rejoignez donc ceux qui font le lien entre ce voyage annoncé de Blinken et celui de Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Vous avez également souligné dans vos propos que la France et les États-Unis sont des partenaires, car les deux pays font partie du G7. Ils ont donc certains intérêts communs, voilà, en ce qui concerne l'Afrique. Alors, je vais revenir sur effectivement ces déclarations d'Emmanuel Macron ou encore de Sergei Lavrov. On sait que pendant leur déplacement, il y a eu des déclarations que ces deux personnalités ont eu à faire. C'était comme des attaques et des réponses et tout. Je rappelle que du côté de la Russie, pendant son déplacement en Afrique, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a nié que la Russie, du fait de son intervention militaire en Ukraine, soit responsable de l'actuelle flambée des prix alimentaires et de l'énergie durement ressentie en Afrique. Ça, c'est un rôle qui lui avait été imputé par les nations occidentales. Il disait voilà, que si l'Afrique est en train de connaître cette flambée des prix, c'est à cause de l'intervention militaire et des déclarations que Sergei Lavrov des accusations donc Sergei Lavrov a nié. Il a souligné que oui, la situation en Ukraine a un effet additionnel négatif sur les marchés alimentaires, mais pas en raison de l'opération spéciale russe en Ukraine, mais plutôt à cause de la réaction absolument inadéquate de l'Occident qui avait annoncé des sanctions et qui a déstabilisé la disponibilité de la nourriture sur les marchés. Alors, on va revenir sur ces déclarations. Le temps pour vous, Clavin Kodo, et pour nos fidèles téléspectateurs, d'écouter également ces déclarations d'Emmanuel Macron pendant qu'il était du côté du Bénin. Il est revenu sur le cas de la Russie et a accusé d'ailleurs la Russie d'impérialisme et tout, et a mis en garde aussi les États africains contre ce partenaire-là qui est en train de se positionner de plus en plus sur le continent. On écoute cette déclaration avec la participation de la réalisation. La Russie a commencé, au fond, un nouveau type de guerre mondiale hybride. C'est ça la réalité. Et elle a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine. Voilà comment je vais qualifier dans les termes les plus crus ce qui se passe aujourd'hui. La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine. C'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen. C'est une guerre du début du XXe, voire du XIXe siècle. Je parle dans un continent qui a subi les impérialismes coloniaux. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose, même s'ils vous tiennent le discours inverse. Voilà donc le discours d'Emmanuel Macron, une mise en garde, c'est vrai que ça vous fait rire sur ce plateau, une mise en garde donc du président français aux pays africains. Il a d'ailleurs souligné, je parle un continent. Arrivé au Maroc lundi. Et voilà, on nous annonce du côté de la réalisation qu'il y a un appel. On va permettre à ces téléspectateurs de s'exprimer également dans le cadre de ce programme. Bonjour. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à madame qui est la journaliste et puis aux intervenants. Vraiment, je veux dire que le plateau est vraiment bien ce matin. Je voudrais dire que pour que l'Afrique aujourd'hui est au centre de tous les combats géostratégiques et tout ça, ce que les Africains doivent faire, c'est que l'OUA doit prendre maintenant la relève. Il faut que M. Macky Sall puisse comprendre cela. Au lieu de venir en Europe, venir commander du blé, je pense qu'il y a la possibilité de vivre en autarcie, de couper tout contact avec
tous ces prédateurs qui vont là-bas, surtout, nous devons couper tout contact avec l'Europe et couper tout contact avec l'Amérique. Les Occidentaux nous ont fait assez de mal. Depuis des siècles, nous sommes devenus leurs esclaves. Regardez le français. Un seul Français pour 665 Africains qui travaillent pour un seul Français. Vous voyez un peu ce qui se passe. Ça dit que 1 euro est égal à 665 francs. Ça veut dire que un seul Français, nous, 665 Africains travaillent pour lui. Et tout ça, quand nous voyons, nous, ça nous fait mal. Je vis en France. Moi, je vois tout ce qui se passe. Ce que nous devons faire, c'est de couper tout contact avec ces Européens-là et vivre en autarcie pendant au moins 1 an. Et développer aussi l'éducation. Nous avons les moyens de pouvoir, en tout cas, avoir des armes comme il faut. Nous avons du fer là-bas, nous avons tout ce qu'il y a comme matériel, même l'uranium, nous l'avons là-bas. Nous pouvons purifier de l'uranium pour pouvoir faire des missiles. Tout ça, nous pouvons le faire avec l'appui surtout de la Russie. Parce que les Russes ne sont pas des colonisateurs. Les Russes sont là pour nous aider à nous débarrasser de ces hommes qui nous ont pris en otage pendant des années. Ils nous ont pris en otage. Ils nous ont mis dans des réserves, comme les réserves indiennes aux États-Unis. Nous sommes des enclos coloniaux. Et ils viennent puiser ce qu'ils ont à puiser. Et ce que nous devons faire, c'est de vivre en autarcie, couper tout contact avec nos colonisateurs, et vous verrez que les Africains vont pouvoir, en tout cas, se débarrasser. Regardez un peu Cuba, regardez un peu le Venezuela, regardez les pays où ces gens-là ont pris des sanctions. Vous voyez un peu comment ils se développent. Donc, nous ne devons plus même aller prendre des crédits avec tout ça. Le FMI, c'est le bras financier de tous ces Occidentaux pour nous détruire. Je m'arrête là et bon débat à tous. Vraiment, ce débat ce matin me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Merci également à vous de rester fidèles donc à ce programme. Alors on va revenir sur vous, Claver Kodo, avant de passer peut-être à autre chose. On parlait de ces déclarations qu'on a eu entendre de part et d'autre du côté de Sergei Lavrov qui essayait de justifier la position de la Russie par rapport aux accusations. Et on a aussi écouté cette vidéo d'Emmanuel Macron pendant son déplacement du côté du Bénin qui a mis en garde les nations africaines par rapport à ce partenaire. Il a précisé, quand vous leur voyez pointer leur tête chez vous, c'est en fait pour des ambitions impérialistes. Il a d'ailleurs souligné qu'aujourd'hui, la Russie est la seule puissance qui conteste l'intégrité territoriale et la souveraineté d'un peuple. Selon lui, c'est donc une puissance impérialiste. Alors, quel commentaire faites-vous de ces mises en garde d'Emmanuel Macron qui a souligné, je parle là à un continent qui a subi l'impérialisme et le colonialisme? Michel, franchement, je pense que le président français Emmanuel Macron est en train de piquer une crise d'hystérie. Je l'ai vu dans le même registre à Yaoundé lors de la conférence de presse donnée au Palais de l'Unité. Il a répété la même chose à travers ses déclarations à Cotonou. Je pense que ce monsieur est dans une posture de quelqu'un qui ne maîtrise plus rien et qui essaye de rattraper, mais tout est possible, tout est parti, c'est foutu comme ça là. Maintenant, je voudrais quand même rappeler à nos téléspectateurs un fait historique. La Russie n'a jamais été une puissance coloniale. Et la Russie, au contraire, a sauvé l'Europe plus d'une fois. Lors de la bataille en 1815, lors de la bataille de Waterloo, c'est les troupes prussiennes qui arrêtent les ambitions de Napoléon Bonaparte sur l'Europe. Parce que c'est les troupes prussiennes vont mettre les troupes françaises de Napoléon en déroute à Waterloo. La Russie n'a jamais participé à la conférence de Berlin, qui a résolu à l'Afrique le sort que la balkanisation de l'Afrique qu'on nous a enseigné tous dans les livres d'histoire. La Russie, les forces armées russes, ce que l'on ne vous ne dit pas beaucoup,
que les historiens occidentaux ne racontent pas beaucoup, c'est les forces armées russes qui sont les premières à atteindre le bunker d'Hitler lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et soit dit en passant, la Russie a une histoire humaniste, contrairement à ce que l'Occident, les autres font croire aux opinions, à certaines opinions africaines. La Russie n'a jamais été un pays raciste. Je m'en veux pour preuve. Est-ce que vous savez qu'il y a un jeune Camerounais qui a été fait esclave, qui a été victime des razzias de l'Empire ottoman à la fin du XVIIe siècle, qui s'appelait Broua. C'était un jeune Kotoko, originaire du sultan de Logon-Birni, à l'actuelle frontière avec la République du Tchad. Il a donc été fait esclave. Il a été victime des razzias de l'Empire ottoman de l'époque, qui s'est retrouvé à Istanbul, mais qui a été racheté par un diplomate russe et envoyé au tsar Pierre le Grand, qui voulait apprécier l'intelligence des jeunes noirs. Il avait donc donné des consignes à tous ces diplomates postant en Europe pour tuer des jeunes enfants noirs. Et ce garçon a été, lorsqu'il arrive au palais, au Kremlin, chez le tsar, il a franchi, adopté, grâce à son intelligence hors du commun. Il deviendra plus tard troisième personnalité de l'Empire russe sous le nom de Abraham Petrovich Hannibal. Donc, général Abraham Petrovich Hannibal, c'est le fondateur de la ville de Saint-Pétersbourg, où d'ailleurs il trône, un musée baptisé à son nom, et en mémoire également de son arrière-petit-fils qui n'est autre qu'Alexandre Pouchkine, le plus grand écrivain russe de tous les temps. Est-ce que vous pensez que d'un pays qui a pu... ce monsieur est vénéré en Russie. En France, ça n'existe pas. Vous ne trouverez pas un homme de couleur qui a la dimension de ce monsieur. Mais comment vous pouvez donc présenter un pays qui a pu se construire en impliquant des étrangers dans ce chantier, le traité de racisme et impérialiste et tout ça. Donc vous savez, je pense simplement que Macron est à bout, la France est à bout, et aujourd'hui, les déclarations de Macron sont destinées à... Il croit que les Africains sont des crétins. Nous ne sommes plus des crétins. On a compris que Macron fiche le camp et qu'il aille raconter ces histoires-là à qui il veut, mais non plus aux Africains. Nous sommes bien assez matures. Ok, les Africains sont assez matures. Macron peut garder donc ses conseils pour lui. En fait, c'est votre point de vue quant à ces déclarations que Macron a eu à faire du côté du Bénin, cette mise en garde des pays africains quant à ce partenaire qu'est la Russie aujourd'hui. Alors, on va passer à autre chose dans le cadre de ce programme. On va parler de culture avec Queen Kwechu. Elle nous a rejoint sur ce plateau. Alors Queen, bonjour. C'est déjà un plaisir de vous retrouver ce lundi matin dans le cadre de ce programme. Bonjour à Zamzeli, bonjour au panel de ce matin et bien sûr bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs de Parlement. Alors ce matin, vous souhaitez nous parler premièrement d'une coiffure vieille, très ancienne, mais qui refait surface. C'est une coiffure séculaire du côté du Rwanda, à Masunzu. Voilà. On en est à l'ère où aujourd'hui on se demande bien si le retour aux sources ne serait pas justement la solution à ce qui est aujourd'hui considéré comme acculturation et qui tend comme ça à faire perdre à la femme africaine ses valeurs d'antan. Alors, la coiffure à Matsunzu vient donc de plusieurs décennies du côté du Rwanda avec clairement une signification. Coiffée en crête. Aujourd'hui, ça peut prêter au rire, mais il faut dire que c'était des plus tendances à l'époque. Et c'était une coiffure donc qui était coiffée en crête. Aujourd'hui, on l'appelle en croissant, voilà pour d'aucuns. Et qui avait une signification particulière, c'est qu'on l'arborait une fois la maturité atteinte. Donc à partir de la puberté, c'était le lieu pour les célibataires, femmes comme hommes, de signifier à de potentiels prétendants qu'on était prêt pour le mariage. Voilà, donc si une femme l'arborait, c'était clairement pour dire à ces messieurs que je suis totalement ouverte à vos propositions et je serais plus que ravie donc de vous recevoir. Et pareillement pour les hommes, c'était une façon déjà de dire à ces dames que je suis un homme désormais et je peux me prévaloir de prétendre avoir une épouse. Aujourd'hui, la tendance est telle que on voit même du côté
du cinéma américain, des stars internationales arboraient cette coiffure qui revient donc au devant de la scène. Vous pouvez voir à l'image quelques de ces images de cette coiffure qui est donc revisitée aujourd'hui. On peut voir des actrices comme Lupita Nyong'o qui est donc une star kenyane d'Hollywood, l'une de ces rares actrices grandie, voilà, oscarisée, qui a grandi en Afrique et qui a pu se faire une place donc comme ça au soleil du côté d'Hollywood. Donc elle et bien d'autres sont devenus porte-étendard de cette coiffure qui, à chaque fois qu'elle est arborée, tend également donc à partager une partie de l'histoire du Rwanda quand même au monde. C'est quand même joli, hein. Vous pouvez voir dans de ces statuettes vieilles de plusieurs années qui témoignent de ce que c'est une tradition qui voyage au travers du temps et qui, s'il est un message forcément à passer, c'est de dire le cheveu crépus, ça a encore sa place aujourd'hui, mesdames. C'est vrai que des extensions et autres, ça fait joli, mais il serait pourquoi pas de bon temps de revisiter aussi le passé pour pouvoir envoyer ce beau message à nos toutes petites. Et alors on reste toujours dans le cadre de la culture avec vous, Queen. À présent, vous souhaitez nous parler d'une course du pirogue particulière qui a souvent lieu du côté du Sénégal. La régate de Saint-Louis, c'est au Sénégal, puisque l'actualité est au Sénégal, je vous y emmène, à quelques 250 km de la capitale Dakar. Saint-Louis, c'est une ville d'ailleurs très chargée d'histoire, ancienne capitale coloniale française de toute l'Ouest, voilà, et qui donc aujourd'hui a une sorte d'emblème. Cette course qu'on appelle donc la régate de Saint-Louis qui se tient chaque année, et depuis 50 ans, depuis une cinquantaine d'années, du moins depuis les années 1950 par là, c'est une course qui revêt un caractère particulier donc pour les Sénégalais globalement d'ailleurs dans tous les grands sites de tourisme et autres. Quand on vous vante le Sénégal, on parle de cette grande course qui réunit simplement les piroguiers donc de cette ancienne ville. On en met par 50 voire 70 dans ces pirogues de bois aux couleurs même pétillantes du Sénégal, avec ces fresques et tout qui sont souvent peintes dessus. Et clairement, c'est un rendez-vous de brassage culturel. Il s'agit clairement pour les Sénégalais de se réapproprier un peu de cette histoire quand même dans cette ville qui a été chargée quand même de cet impact colonial. Et aujourd'hui, donc, les Sénégalais ont décidé de mettre au devant cette course qu'on a convenu d'appeler la course de la Teranga. La Teranga qui quand même fait référence à cette hospitalité sénégalaise, le vivre ensemble. Et chaque année, et pour cette année, ça s'est tenu la semaine dernière, on était donc dans la semaine du 23 juillet, donc un peu plus d'une semaine par là. Et ça a été comme ça un très beau rendez-vous. D'ailleurs, je vous invite vivement à aller revivre ces grands moments du côté du Sénégal. C'est à Saint-Louis. Et pourquoi pas d'avoir la possibilité de vivre ça en direct l'année prochaine. Merci à vous, Queen, pour cette balade qui nous a conduit du côté du Rwanda, mais également au Sénégal. On espère vous retrouver demain avec de fraîches informations. Allez, avec le même plaisir, bien sûr. J'en profite pour saluer Fatou Gay, voilà, je m'y retrouve du côté de Douala au Cameroun, précisément du côté d'Aqua, qui nous régale avec de bons tchèboudjem de temps à autre. Vous savez ce que c'est que le tchèboudjem? Non. Le fameux riz sénégalais. Okay. Qui a colonisé littéralement certaines capitales africaines, dont Douala et même Yaoundé. Voilà. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est par la culture donc que nous allons clore cette édition de For You Matin. Rappel donc des sujets. Ce matin, on a parlé de cette invitation du président français à prendre part au sommet de la CEDEAO. Nous avons analysé ce qu'on peut tirer d'une telle information. Après, on a également parlé de la relation entre les États-Unis et l'Afrique, notamment cette tournée africaine du secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui est annoncée du côté du continent africain, une tournée que de camp voit déjà comme une manière de contrer l'influence russe en Afrique. Et on a fait le lien d'ailleurs avec cette déclaration d'Emmanuel Macron qui, pendant son passage au Bénin, avait qualifié la Russie de l'une des dernières puissances impériales coloniales au monde, mettant donc en garde les nations africaines. Alors, merci à vous, Abdoul Ndam, d'avoir pris part à ce programme. Merci. Juste pour rappeler que les G7
notamment les États-Unis et bien d'autres pays du G7 sont les plus endettés du monde, les plus endettés à l'Europe occidentale. Seule l'Allemagne a quand même sa capacité de dette qui est quand même moins élevée. Mais contrairement à d'autres pays de l'Europe centrale qui sont entièrement endettés, le G7 est entièrement endetté et le BRICS est une puissance émergente. C'est le conglomérat des puissances émergentes et l'Afrique a intérêt à capitaliser cette coopération avec la Russie et bien d'autres pays faisant preuve des BRICS. Une réponse peut-être donc à l'endroit d'Emmanuel Macron sur cette mise en garde. La France est endettée. Merci également à vous, Clavin Kodo, d'avoir honoré ce rendez-vous. Merci Michel, merci à mon co-panéliste et surtout merci à tous nos téléspectateurs. Je vais juste insister sur un fait. La Russie n'a jamais été une puissance coloniale et encore moins impérialiste. La Russie, dans son opération spéciale en Ukraine, veut se prémunir d'un acte d'agression de l'OTAN sur son peuple et sur son territoire. Et la Russie est en droit de monter du muscle lorsque sa sécurité est menacée. Et tout le monde le sait au niveau de l'OTAN que personne n'osera contre-attaquer, sinon ce sera sa disparition. Tout ce qui reste aux Occidentaux, c'est d'aller aboyer comme Macron l'a fait dernièrement lors de sa sortie du côté de Cotonou. Sinon, c'est les larmes, ils vont pleurer, mais ça ne changera rien. Mais la Russie, au moins aujourd'hui, a permis à l'Afrique de vivre une nouvelle reconfiguration de la géopolitique mondiale. Nous avons désormais le choix, nous les Africains, nous avons désormais le choix choix de nos amis. Pas de nos amis, de nos partenaires, et au premier rang desquels la Russie et les pays du BRICS, contrairement à ce terrorisme que nous avons vécu depuis les indépendances ou alors depuis la colonisation avec la France et les pays membres des BRICS. La RCA et le Mali sont des exemples. Voilà, alors merci également à vous fidèles téléspectateurs, vous étiez nombreux à nous suivre ce matin. Merci pour tous les commentaires laissés sur nos différentes plateformes d'information. Des remerciements également à toute la rédaction de For You Media et aussi à l'équipe technique qui était là au rendez-vous depuis le matin. Alors, nous vous donnons rendez-vous demain pour une autre édition de toujours ce programme.